Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Au programme aujourd'hui, les inégalités territoriales en matière d'éducation. Le constat est là, les élèves des territoires ruraux s'engagent dans des filières plus courtes, accèdent moins à l'enseignement supérieur et s'engagent moins dans des filières sélectives comme les classes préparatoires aux grandes écoles. En cause, le manque de mobilité, l'éloignement des opportunités d'emploi plus concentrées dans les grandes agglomérations ou encore le manque de diversité des métiers représentés. On parle de tout ça aujourd'hui avec Guillaume Prévost. Il est le directeur général du think tank Vers le Haut, le premier think tank français dédié aux jeunes et à l'éducation qui formule, je crois, depuis 2015 déjà des propositions concrètes pour répondre à la crise éducative. Guillaume Prévost, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, merci beaucoup de nous accompagner. Quelle était l'ambition en 2015 à la création de ce think tank ? L'ambition en 2015, c'est toujours la même, c'est d'apporter des réponses nouvelles à un débat éducatif dont on estime qu'aujourd'hui, la succession des postures, des slogans, a affaibli ce débat éducatif et ne donne pas à voir au public à la fois sa richesse et à la fois les solutions qui existent concrètement sur le terrain pour répondre aux grands enjeux éducatifs auxquels fait face notre pays et notre société. Donc vous vous adressez à qui ? Au pouvoir public ? Alors on s'adresse au pouvoir public bien évidemment, en charge des politiques d'éducation, mais on ne s'adresse pas seulement à eux, puisqu'on estime qu'ils ont une partie de la solution mais pas toute. On s'adresse aussi aux familles, qui ont une partie évidente de cette solution, on le voit bien en matière de reproduction des inégalités. On s'adresse aussi à l'ensemble des éducateurs, je pense qu'on reviendra sur ce sujet. On a beaucoup parlé des enseignants, on oublie souvent dans le débat éducatif aujourd'hui l'ensemble des éducateurs, que sont les entraîneurs sportifs, les animateurs de l'éducation artistique et culturelle, les parents, j'en ai parlé, et l'ensemble des personnes qui interviennent aux côtés même des enseignants dans les écoles. Je pense en particulier aux assistantes maternelles, qui ont aujourd'hui un rôle très important et dont on ne parle pas du tout, sans parler des assistants d'éducation pour les élèves en situation de handicap, qui sont aujourd'hui plus de 150 000 et dont on ne parle pas du tout dans le débat éducatif actuel. Est-ce que vous parlerez d'un système éducatif qui est obsolète aujourd'hui, ou en tout cas peu adapté aux enjeux du 21e siècle ? Alors, je n'irai pas jusqu'à l'obsolescence, ça serait un peu dur, même si aujourd'hui... Il y a des choses qui marchent. Voilà, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent très bien. Notre système éducatif se caractérise quand même par des gens extrêmement compétents. Je pense à l'ensemble des enseignants, qui ont évidemment une compétence sans commune mesure dans le reste de la société, notamment en termes de matière disciplinaire, qui aujourd'hui peut prétendre, on l'a vu avec le Covid, apprendre à lire à son enfant. Heureusement qu'on se repose sur des professionnels qui connaissent leur métier. Et il faut leur rendre justice pour ce faire. Mais à leur côté, il y a d'autres éducateurs qui ont leur part à cette vaste affaire qu'est l'éducation. J'ai parlé d'éducation physique et sportive, on peut parler d'éducation au comportement, à la relation. On a vu très récemment des chiffres très inquiétants sortir dans le débat public sur le rapport des jeunes à la pornographie, qui montre qu'aujourd'hui, finalement, la pornographie est le premier éducateur sexuel et affectif des enfants. Voilà. Est-ce que forcément c'est à l'éducateur d'apporter des réponses sur ce sujet-là ? Nous on dit, bah non, pas forcément. Un professeur de mathématiques, c'est pas forcément sa compétence. Il y a des professionnels de santé et il faut donner leur place à ces professionnels dans les écoles, sur les temps périscolaires, extrascolaires, pour que l'enfant ait une éducation intégrale dans l'ensemble des dimensions de sa personne. Qui intègre plus peut-être les compétences comportementales, c'est ce que vous nous dites. Ça paraît assez clair. On voit bien, vous avez parlé en introduction de l'enjeu de la reproduction des inégalités. En fait, ce que montre la recherche aujourd'hui, c'est que ce qui est déterminant finalement, avant les apprentissages académiques classiques, les maths, le français, les fondamentaux, en fait, il y a d'autres fondamentaux au préalable qui sont absolument déterminants. Savoir se conduire, savoir parler, savoir maîtriser ses émotions, savoir coopérer, agir dans une équipe. Et là, il y a des compétences qui ne sont pas du tout mises en avant par le système scolaire, dont ce n'est pas la spécialité, et c'est pas forcément... on ne souhaite pas forcément que tout d'un coup, l'école se mette à apprendre aux enfants à jouer au football. Mais par contre, il y a des gens à côté qui sont compétents pour ça, qui savent former des équipes, qui savent mettre en valeur le leadership des enfants. Et il faut leur donner plus de place dans le débat éducatif. Ça nous paraît absolument déterminant. Et vous avez raison, il y a un lien avec les inégalités territoriales. Guillaume Prévost, l'école, elle a toujours incarné quand même l'égalité des chances. On va parler donc aujourd'hui d'inégalité d'accès à l'éducation. Est-ce que cette école, donc, elle remplit toujours ce rôle, selon vous, de l'égalité des chances ? Alors d'abord, comme souvent en France, on a tendance un peu à idéaliser le passé. Effectivement, l'école républicaine a été une grande figure d'égalité. Mais de quel point de vue ?
est-ce que c'était une égalité pour tous ou c'était une égalité fondée sur ce qu'on appelle aujourd'hui difficilement la méritocratie? Finalement, dans le système éducatif français, à mon avis, on confond deux enjeux. Le premier enjeu, c'est l'éducation pour tous. Et là, probablement qu'il y a un élargissement des compétences qui est absolument nécessaire si on veut être capable de parler à tous les enfants. Et ce n'est pas seulement une histoire sociale. Au sein même d'une fratrie, on a un enfant qui est plus à l'aise avec des choses plus conceptuelles et un enfant qui sera plus à l'aise avec des choses pratiques. Et c'est sain, c'est une très bonne chose. Je pense que n'importe quel parent serait content de vous dire que chacun de ces deux enfants a un génie, une personnalité, des compétences différentes. Donc ça, c'est un problème d'élargissement des compétences. Mais il y a un autre sujet qui est que notre système éducatif, il a aussi une fonction de sélection. Et ça paraît évident. Et toutes les familles l'appréhendent très bien quand elles choisissent de mettre, par exemple, leurs enfants dans une école d'excellence, comme le font beaucoup de familles en France. Et peut-on leur reprocher? Et donc probablement que dans notre système éducatif républicain, cette fameuse école de la République à qui on donne tant de missions, il y a une petite ambiguïté, pour le moins, entre éducation pour tous et sélection, où l'enjeu c'est de sortir les élèves les meilleurs en mathématiques, les meilleurs en piano, les meilleurs en arts plastiques, les meilleurs en, voilà, d'ouvrir un peu plus notre système, mais de mieux distinguer dans le système scolaire tel qu'il existe aujourd'hui ce qui relève de l'éducation et ce qui relève de la sélection. En tout cas, Guillaume Prévost, aujourd'hui, il y a des zones où ces inégalités sont plus concentrées, des zones rurales, je le disais, des zones périurbaines aussi, on parle souvent de ces quartiers, ces zones d'éducation prioritaires. Oui, là, l'accès à l'éducation n'est pas le même. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que dans votre question, il y a deux questions, ou en tout cas, il y a, pour caricaturer un peu les choses, deux territoires dans lesquels le problème d'égalité se pose. Le premier, c'est les territoires périurbains, les banlieues, les territoires prioritaires de la ville, comme on le dit en politique de la ville, où les racines de l'inégalité sont sociales et culturelles. Donc de ce point de vue, si on veut répondre à cette inégalité constatée, on doit mieux accompagner les enfants, l'ensemble des enfants, dans leur rapport à l'institution. Ça veut dire mieux accompagner les parents dans l'accompagnement de leurs enfants à l'école. Et là, on a un vrai sujet pour que l'école rentre davantage en relation avec des parents dits éloignés de l'école, au hasard primo-arrivants, allophones, des parents qui ne parlent pas français. Mais si on déplace le curseur, on voit bien le sujet banlieue, on en a beaucoup parlé dans le débat, mais si on déplace le curseur et qu'on se porte davantage sur les territoires ruraux, éloignés d'une offre éducative riche, on voit bien que le sujet n'est pas du tout le même. Le sujet n'est pas tellement dans la relation avec les parents ou dans un éloignement culturel. Le sujet, il est dans quelle offre éducative effective est proposée aux enfants au-delà de l'école. Est-ce qu'un enfant en Creuse, en montagne, il a le même accès au sport, aux activités culturelles, aux activités de toutes sortes d'ailleurs, portées sur l'imagination, ou quelle qu'elle soit, qu'un enfant en territoire urbain? Effectivement, non. On avait un sondage l'année dernière qui montrait que 30% des postes dans les centres de loisirs des communes, notamment rurales, n'étaient pas pourvus. Ça veut dire qu'il y a plein d'enfants aujourd'hui en France dont le sujet, en termes d'inégalité, c'est pas tellement l'école, c'est en dehors de l'école. À quoi j'ai accès en termes de club de football, encore une fois, en termes de cours de poterie, en termes de... Et Guillaume Prévost, cela peut-il conduire à une forme peut-être des fois d'autocensure de ces jeunes qui limiteraient donc leurs aspirations? Certaines études montrent ça aussi. On s'auto-censure, on finit par s'auto-censurer, puisqu'on n'a pas la même offre éducative que dans les grandes agglomérations. Ça paraît évident, mais encore une fois, les racines de cette autocensure ne sont pas forcément les mêmes. Selon que cette autocensure, elle a trait à un positionnement social et culturel ou qu'elle a trait à une restriction de mobilité géographique. Et là, il y a un levier très intéressant pour l'ensemble des parents, l'ensemble des éducateurs et l'ensemble des dispositifs publics, c'est la mobilité. On voit bien le panel de choix qu'un jeune s'ouvre, par exemple à partir de 14 ans, au moment où il va faire la construction de son projet personnel et professionnel, est très lié à sa capacité à se mouvoir concrètement. Il y a des jeunes, y compris en banlieue parisienne, qui n'ont jamais pris le RER pour aller à Paris. Et ça, c'est déterminant. Donc on voit bien que là, il y a des choses. On voit bien d'abord les ressorts de ces inégalités, elles sont extrêmement distinctes en fonction de la situation de ces jeunes, mais on voit bien que la mobilité est un levier, pour le coup, complètement transverse qui s'adresse à tous les jeunes. Et là, il y a des choses très intéressantes qui peuvent se faire en dehors de l'école, à travers le service civique, à travers le volontariat européen, à travers un ensemble de dispositifs qui sont faits pour mettre les jeunes en mouvement. Et là, il y a des choses intéressantes qui ont lieu et qui peuvent continuer à être développées. Donc si on vous entend bien, une réponse plutôt sociale, peut-être dans certains quartiers, les quartiers périurbains, une réponse là, en l'occurrence, un peu plus éducative, on va dire, ou donner plus de solutions, on va dire, à ces jeunes. Moi, j'ai envie de dire une réponse sociétale, si vous me permettez
ce distinguo. Nous, ce dont on est convaincu à Vers le Haut, c'est que la réponse à la crise éducative passe par une plus grande implication de l'ensemble de la société à l'éducation. Non, l'école seule ne peut pas répondre à l'ensemble des problématiques éducatives et c'est bien normal, elle ne peut pas tout faire, cette pauvre école qu'on accuse de tous les maux. Les parents ont leur place, les entreprises ont leur place, les associations ont leur place, les collectivités ont leur place et c'est l'essentiel du message qu'on porte pour le renouveau du projet éducatif en France. L'école s'ouvre à ces nouveaux acteurs aujourd'hui. Elle s'ouvre, en effet, elle s'ouvre de plus en plus. Je crois que de plus en plus de gens sont convaincus que la réponse à la crise éducative, elle passe par des nouveaux partenariats, mais prenons un peu de recul. Regardez la réforme du lycée général, par exemple. Cette réforme, dont tout le monde a entendu parler, grand débat national, c'est un décret où on a rayé 4 mots dans le code de l'éducation pour remplacer par 4 autres mots, et 5 circulaires. Où est le débat ? Où est la participation du Parlement ? Où est la participation des corps intermédiaires ? Où est la participation des gens localement au débat éducatif? Là, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler de démocratie locale. Quel meilleur sujet que l'éducation pour le renouveau démocratique local qu'appelle notre société? Et puis alors, on parle des inégalités territoriales, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Vous prenez donc une implication un peu plus importante peut-être de ceux qui sont dans les territoires. Ça peut être les maires, ça peut être... c'est ça que vous nous dites aujourd'hui? Alors les maires, en fait, ça dépend des territoires, puisque évidemment, la réponse, elle n'est pas forcément la même. Encore une fois, dans une communauté, dans une ville de banlieue en région parisienne, ou en territoire rural, en zone de montagne ou en zone littorale. Globalement, nous pensons qu'une plus grande implication du bloc communal, maire, intercommunalité, dans des projets éducatifs locaux, permettrait de mieux associer concrètement les enseignants, les associations, les entreprises. Parce que si on coud ensemble les éducateurs à partir de Paris, on va aboutir à des énormités. Il vaut mieux s'appuyer sur des pouvoirs locaux qui connaissent les personnes, qui connaissent les familles et qui sont concrètement insérés dans les réalités locales pour construire au mieux et au plus proche des besoins des enfants des réponses adaptées. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Guillaume Prévost d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes le directeur général du think tank Vers le Haut. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à très vite.